bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec notre ami Pierre Lévigan, journaliste et essayiste, auteur de 18 livres, nous avons intitulé notre tour de table Pourquoi Houellebecq est grand. Michel Houellebecq, il faut savoir, de son vrai nom Michel Thomas, est né le 26 février 1956 à Saint-Pierre, La Réunion. Il a adopté le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle, une fervente communiste par ailleurs, qui s'est occupée de lui comme pseudonyme. Et il a adopté son pseudonyme par reconnaissance. Les particules élémentaires le fait connaître d'un large public. Avec la carte et le territoire, Michel Houellebecq reçoit le prix Goncourt en 2010. Son œuvre est traduite en plus de 40 langues. Voilà, une très très brève introduction. Je suis sûr que toi tu vas développer sur ça. Mais je te pose la première question, donc, Pierre. Houellebecq, peintre de la vie moderne, a-t-on dit, qu'en pensez-vous? Ben, bonjour Gilbert, bonjour à tous. Euh, oui, alors c'est une référence à Baudelaire. Michel Houellebecq, en fait, est une sorte de miroir de notre époque, un miroir subjectif, hein, bien entendu. Il montre toute une série d'aspects sociologiques de notre époque, mais il les montre d'une manière ambivalente, c'est-à-dire que dans beaucoup d'aspects sociologiques, il montre les aspects qui peuvent être désespérants et les aspects qui peuvent être plus positifs en quelque sorte. Alors dans ces aspects sociologiques, il y a vraiment tout chez Houellebecq. Il y a des descriptions de la banlieue, il y a des indications sur la misère de la banlieue, la marginalisation de ceux qui sont devenus finalement les gilets jaunes, l'importance du vote Front National dans certains secteurs. Alors là, évidemment, les choses ont pu évoluer puisqu'en fait, par exemple, le vote Front National était très important à l'époque des premiers romans de Houellebecq dans les banlieues vers 95, ce n'est plus le cas en fait. Maintenant, c'est plutôt un vote qu'on trouve dans les zones périurbaines. Alors précisément, les zones périurbaines, c'est-à-dire les banlieues très éloignées où Houellebecq en parle, le phénomène des néo-ruraux, il y a des notations aussi là-dessus sur ce phénomène. Il y a ce qu'on a appelé le thème de la misère sexuelle de l'homme contemporain. Alors l'homme en général, hein, ça inclut la femme, bien sûr. Et en même temps, c'est pas une description entièrement misérabiliste parce que parfois il fait l'éloge de ce qu'on appelle parfois le polyamour, etc. Il y a l'extension du domaine de la lutte, du domaine de l'économie au domaine de la concurrence sexuelle pour avoir les belles femmes, du point de vue des hommes. Donc, il y a vraiment tout un regard sociologique. Ok, donc Houellebecq est un sociologue. Il y a cet aspect sociologique qui est intéressant parce qu'il part aussi parfois de choses de la vie quotidienne, du type quelqu'un qui cherche à faire réparer sa chaudière et en fait, il ne trouve pas de plombier, mais il trouve des sites de plombiers. Il trouve le site plombier en général, il trouve le site plombier tout simplement. Et à chaque fois, il appelle un numéro généralement surtaxé avec une musique qu'il met en attente, etc. Et au final, et c'est assez bien vu par rapport à la sociologie de la vie quotidienne, au final, il trouve un immigré croate qu'il paye au black et qui réussit à réparer sa chaudière. Donc c'est intéressant parce que c'est sur le fait que le virtuel, le numérique finalement, très souvent ne marche pas, mais l'humain basique, c'est-à-dire le gars qu'on rencontre au pied de son immeuble, à qui on met une pièce, on file un petit billet, ça marche. Alors, bien entendu, pour revenir sur la question que tu me poses, ce regard sociologique, parce que Houellebecq est avant tout un écrivain, avant d'être sociologue, mais il y a incontestablement une finesse de son regard sociologique sur la société, est accompagné d'une philosophie, en tout cas de préoccupations philosophiques.
Alors, elles ont plusieurs axes qui sont articulés d'une façon spécifique. Je veux dire par là qu'ils ne vont pas forcément ensemble par eux-mêmes. C'est un choix qu'a fait Houellebecq. Alors, bon, il y a l'hostilité radicale, enfin la critique de mai 68 et du libéralisme libertaire. Critique de mai 68 en tant que libéralisme libertaire, puisque j'ai pu le souligner en d'autres occasions. Dans mai 68, il y a un aspect ouvrier, il y a un aspect retour à la nature qui n'est pas antipathique, mais non, ce que critique Houellebecq, c'est l'aspect finalement qui s'est avéré le plus durable, dominant de mai 68, que symbolise un Cohn-Bendit devenu ami de Macron, et c'est le libéralisme libertaire qui à la fois favorise le libéralisme économique et favorise toutes les abolitions de distinctions de préférences sexuelles, de distinctions de genre, de distinctions anthropologiques. Or, Houellebecq considère que les enfants de 68 ont été des enfants mal aimés et sont devenus des parents mal aimants. Donc, et que ça vient de l'effondrement des conceptions traditionnelles de l'éducation qui ont suivi 68. C'est par exemple l'idée que les élèves ont autant à apprendre aux enseignants que les enseignants aux élèves. Donc là, il y a une critique radicale de mai 68 qui n'exclut d'ailleurs pas le domaine social, car dans un de ses poèmes qui s'appelle Dernier rempart contre le libéralisme, il explique qu'en regardant un plan de licenciement, il a une envie furieuse d'étrangler les technocrates qui ont produit un audit pour expliquer que la masse salariale était trop importante et qu'il fallait donc envoyer pointer à Pôle emploi les effectifs supposés surnuméraires. Donc, critique de mai 68. Autre aspect que Houellebecq joint à sa philosophie, et en sens, je disais, c'est pas quelque chose qui est forcément automatique, hein, c'est un choix de Houellebecq. C'est un positivisme à la Auguste Comte. C'est l'idée que on finira. Alors, ce positivisme, c'est l'idée que l'humanité finira peut-être unie dans une sorte d'indifférenciation des sexes, dans laquelle on pourra finalement se passer des hommes pour la reproduction, mais on ne pourra pas se passer des femmes. Une société en quelque sorte transhumaniste ou post-humaniste, hein, dans laquelle la sexualité sera totalement dissociée de la procréation. Alors c'est déjà, bien sûr, depuis la pilule, depuis 1968, 67, la loi Neuwirth, c'est déjà en partie le cas. Même auparavant, il y avait des techniques qui faisaient que la sexualité n'était pas réduite à la procréation. Enfin, disons que le lien privilégié, malgré tout, ont toujours uni ces deux domaines de l'activité humaine, en fait, dont l'un, la procréation, concerne tout simplement la survie de l'espèce humaine. Ces deux domaines seront de plus en plus dissociés. On le voit actuellement, puisque effectivement, les couples de lesbiennes peuvent avoir des enfants. Donc effectivement, le schéma traditionnel de la procréation un homme, une femme éclate de plus en plus. Et d'où les remarques de certains ministres. Si vous pensez qu'une mère doit forcément être un homme, doit forcément, pardon, si vous pensez qu'une mère doit forcément être une femme, et le ministre ricane, ou Macron ricane, enfin, quelque chose de ce genre. D'ailleurs, Pierre, le concept de la famille moderne est a totalement changé par rapport à la famille traditionnelle. On ne parle plus homme-femme, on parle femme-femme, homme-homme, transgenre. Parent 1, parent 2, oui, oui, tout à fait. Alors, la famille traditionnelle n'a jamais été vraiment traditionnelle. Oui, ce qu'on appelle traditionnel, c'est déjà une famille moderne par rapport à l'histoire. En fait, bon, on ne va pas refaire l'histoire de la famille, mais il y a eu une époque où la famille, c'était essentiellement l'alliance de lignées. Ensuite, il y a eu le couple amour, le couple à deux, relativement dissocié de la question de la lignée.
Ensuite, il y a eu les familles recomposées, mais recomposées quand même selon un schéma traditionnel homme-femme. Et maintenant, il y a l'éclatement en quelque sorte de tous les référents, puisque la famille peut être deux hommes, la famille peut être deux femmes, etc. Donc effectivement, une recomposition complète de ce que l'on a appelé famille historiquement. Donc, Welbeck est très critique vis-à-vis de cela. Mais en fait, Voilà. le fait qu'il parle, qu'il s'intéresse, disons, au sujet de l'homme dans la société et de la sexualité dans la société, lui ont valu plusieurs attaques d'accusations d'être misogyne, des féministes qui l'ont attaqué. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, alors c'est très ambivalent, comme toujours chez Welbeck. Welbeck ressemble, on l'a remarqué, plus il vieillit, plus il ressemble à Louis-Ferdinand Céline, mais pas seulement physiquement. Il y a vraiment une ressemblance, une ambiguïté. Bon, chez Welbeck, il y a plusieurs choses. Il y a, par exemple, Welbeck réhabilite la haine. Le mépris est un sentiment de dandy, la haine est un sentiment plus égalitaire, et il y a un côté égalitarisme chez Welbeck qui va d'ailleurs avec son pansexualisme, en quelque sorte. Son espèce de, comment dire, de communisme sexuel dont il fait à beaucoup d'égards l'éloge, en tout cas, qui est un peu un de ses fantasmes, les fantasmes de ses héros. Donc effectivement, le communisme sexuel ne va pas sans un certain égalitarisme. Alors pour ce qui est des femmes, il y a à la fois plein de passages qui paraissent misogynes sur deux types de femmes que déteste Welbeck. Alors les moches, ça en fait un certain nombre, et les belles, mais qui ne veulent pas coucher avec lui. Donc effectivement, alors ça fait donc un certain nombre de femmes que Welbeck traite généralement de putes, etc., ou de radasses, etc. Bon, tout un langage assez classique, du reste, c'est pas très original, mais le langage macho ordinaire, en quelque sorte. En même temps, une grande valorisation des femmes à d'autres égards. Par exemple, dans les particules élémentaires, Welbeck écrit, mais c'est quelque chose qu'on trouve dans presque tous ses livres, les femmes étaient meilleures que les hommes. Elles étaient plus caressantes, plus aimantes, plus compatissantes et plus douces, moins portées à la violence, à l'égoïsme, à l'affirmation de soi, à la cruauté. Les êtres humains admirables sont généralement des femmes, dit Welbeck. Et effectivement, par exemple, un des personnages que Welbeck aime le plus, c'est sa grand-mère. Alors je parle dans ses romans, parce que les romans de Welbeck sont tous un peu des autobiographies, mais des autobiographies trafiquées, et ce sont quand même des romans. Donc il y a un personnage qui apparaît, qui est notamment la grand-mère d'un des personnages de Welbeck, personnage qui, à certains égards, ressemble à Welbeck, mais qui n'est pas tout Welbeck et qui n'est pas que Welbeck. Eh bien, ce personnage de grand-mère est présenté d'une manière absolument admirable. C'est une pied noire qui est rapatriée en 1962, qui est un exemple d'abnégation. Il y a toute une page d'apologie du courage féminin chez Welbeck qui est vraiment extraordinaire. Après tout, il a adopté le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle. Donc il avait une fascination ou un respect absolument de sa grand-mère. Absolument. Ce que Welbeck déteste, ce sont les 68 arts devenus New Age. Alors ça, il ne le supporte pas. Par ailleurs, beaucoup de personnages féminins de Welbeck, notamment les femmes dont ces personnages hommes sont amoureux, beaucoup de ces personnages féminins finissent tragiquement par une maladie grave, etc., et se suicident. Et les personnages masculins chez Welbeck ne se suicident pas. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ce que veut nous dire Welbeck, qui est fondamentalement quelqu'un d'assez désespéré, c'est que les femmes sont non seulement plus aimantes que les hommes, mais sont aussi beaucoup plus courageuses. C'est-à-dire qu'elles supportent moins la décadence et se suicident plus facilement, la décadence de leur corps et se suicident plus facilement. Donc en fait, les femmes sont moralement plus viriles que les hommes. Voilà aussi ce que nous dit Welbeck. Donc sa réhabilitation des femmes va en fait très loin. Il considère qu'un monde sans hommes ne serait pas un problème.
qu'un monde sans femmes est inimaginable. Il considère que, d'ailleurs, il y a une fiction d'un des personnages de Welbeck dans les particules élémentaires, un des personnages qui devient fou, ou plutôt qui a toujours été fou, mais qui est à la fin encore plus fou qu'au début. Et il imagine un monde sans hommes dans le monde dans lequel la présence masculine sera uniquement figurée par la cassette d'un discours d'Édouard Balladur. Un discours qui aurait la vertu de calmer les femmes et même aussi de calmer les aboiements des chiens. Une sorte de vertu rassurante, un peu comme un prêche. Donc voilà. Alors évidemment, bon, c'est des romans à une époque où Balladur a été candidat en 95 au présidentiel. Bon, maintenant, 25 ans plus tard, on ne se rappelle plus trop ce qu'était un discours d'Édouard Balladur, mais bon, il suffit de regarder une vieille vidéo et on comprendra ce que veut dire Welbeck. Je vais oser. Le Welbeck est un misogyne féministe, donc. En fait, c'est un misogyne. Enfin, c'est quelqu'un. Ou un féministe misogyne. C'est quelqu'un qui est toujours à mi-chemin entre la frustration. En tout cas, ces personnages sont souvent frustrés. Se délivrent de la frustration la plupart du temps quand même dans des activités partouzardes, mais avec une femme dont ils sont amoureux, et ça se termine généralement mal, pour des raisons de santé, pour des raisons d'accident, pour des raisons d'attentats dans plateforme, où il y a un attentat islamiste. Alors effectivement, un an plus tard, il y a eu le grave attentat de Bombay. Alors on a dit que Welbeck était prophète, mais enfin bon, de toute façon, à toutes les époques de l'histoire, il y a des attentats, et notamment depuis 20-25 ans, il y a des attentats de toutes sortes, que ce soit des attentats islamistes ou parfois des attentats sous faux drapeau aussi, bien sûr. Je rebondis sur ça. Quelle est la place de la religion dans l'œuvre de Welbeck, vu que tu en parles? Alors, Welbeck, une des grandes inspirations de Welbeck, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Auguste Comte. Il ne faut pas oublier qu'Auguste Comte a beaucoup compté pour deux théoriciens politiques importants et très différents. Auguste Comte est très important pour Karl Marx, mais Auguste Comte est aussi très important pour Charles Maurras. Donc, ça peut paraître antinomique, voilà. Mais c'est comme ça. Alors, fondamentalement, Welbeck est très hostile à toutes les conceptions de la religion comme révélation individuelle, comme travail sur soi. Toute l'idéologie New Age lui paraît odieuse. Pour lui, la religion, c'est pas une révélation individuelle, c'est du lien social. C'est ce qui fait tenir ensemble une société. Et pour lui, il n'y a pas de société qui tienne sans religion. C'est pourquoi je crois que Welbeck a dit récemment qu'il souhaiterait que la France revienne au catholicisme, religion d'État. Donc c'est parce que pour lui, sans religion, s'il n'y a pas une religion qui est portée par l'État lui-même, c'est une autre religion qui s'impose. Voilà, qui peut être l'islam, par exemple. Puisque, il y a la caractéristique, le point commun entre l'islam et le christianisme, c'est que ce sont deux religions universalistes. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir musulman ou tout le monde peut devenir chrétien, quel que soit le sexe, quelle que soit la race, quelle que soit la race, quelle que soit la nation, quel que soit l'âge, etc. Le judaïsme, c'est une religion folkish. C'est la religion d'un seul peuple. C'est une religion, en fait, c'est un monothéisme païen en un sens, puisque c'est une religion qui n'est valable que pour les juifs et qui suppose une certaine endogamie. Donc, ce n'est pas une religion universalisable, puisqu'elle suppose un peuple élu. Et c'est pas un peuple élu, ce n'est pas l'humanité qui est élue. Donc, c'est une religion beaucoup plus exclusive et excluante. Donc, effectivement, Welbeck semble considérer qu'on a le choix finalement pour remplir le vide actuel de manque de religion qu'entre l'islam et le christianisme, plus précisément le catholicisme dans le cas de la France. Et si j'ai bien compris ses propos, il préfère le catholicisme. Je pense qu'à titre personnel, il paraît assez clair qu'il n'a pas la foi. Mais encore une fois, Welbeck explique que la foi n'a aucun rapport avec la religion. La religion est nécessaire pour trouver un lien social.
Voilà. Donc, Donc, il aussi, effectivement, de manière assez logique, dans un pays de tradition catholique comme la France, il dit finalement le catholicisme devrait être religion d'État. Voilà. Moi, je suis pas d'accord d'ailleurs, mais qu'importe mon opinion personnelle. Mais enfin, je précise toutefois que bien que n'étant pas laïcard, je suis pour la laïcité et je suis totalement contre ce concept qui me paraît en plus totalement irréalisable. Mais c'est vrai que dans la logique de Welbeck, voilà. Alors, il se réfère en fait à la religion comme second âge dans les trois âges d'Auguste Comte, l'âge supérieur étant la science. Et ça renvoie aussi effectivement, alors une autre solution qu'envisage parfois Welbeck, c'est une religion qui ne serait plus la religion traditionnelle entre guillemets de la France, qui est quand même en gros le catholicisme, mais qui serait une nouvelle religion. Welbeck, en fonction de ses livres, envisage plusieurs hypothèses, parce que Welbeck n'est pas réellement un défenseur de thèse. C'est quelqu'un qui propose plusieurs thèses, entre lesquelles chacun peut choisir celle qu'il préfère, ou d'ailleurs aucune. et il Et une évolue des avec le thèses temps. qu'avance Welbeck, c'est la thèse d'une nouvelle religion qui serait le post-humanisme scientiste. D'où la reproduction sans sexualité. Alors ça, c'est aussi une hypothèse qu'avance souvent. Il y a toujours pratiquement un des personnages de Welbeck qui défend cette position d'une nouvelle religion scientiste. À propos de, Mais il y a en même temps, et ça c'est très nietzschéen chez Welbeck, il y a en même temps une désespérance. C'est-à-dire que la mort de Dieu désespère Welbeck. Il écrit « Nous avons si peu d'illusions que nous ne pouvons même plus rendre grâce à Dieu. » C'est presque une phrase qu'on pourrait trouver chez Nietzsche. Nous avons si peu d'illusions que nous ne pouvons même plus rendre grâce à Dieu. On lit ça chez Welbeck. C'est extraordinairement proche du thème de la mort de Dieu chez Nietzsche, qui lui paraît, qui inquiète beaucoup Nietzsche, qui ouvre un gouffre. Donc, voilà, il y a Welbeck a un point commun avec Albert Camus, il y a deux points communs avec Albert Camus. C'est le grand intérêt pour Nietzsche, même s'il parle assez peu de Nietzsche et un petit peu plus de Schopenhauer. Le grand intérêt pour Nietzsche. Le deuxième point commun avec Albert Camus, c'est ce qu'on a pu appeler l'écriture blanche, c'est-à-dire une écriture soi-disant sans style, mais en fait qui a son style et qui fait penser un peu à l'étranger, au personnage de Meursault dans L'étranger d'Albert Camus. Et voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, le style de Welbeck affecte une certaine platitude consistant à mettre sur le même plan des choses très différentes. Par exemple, à mettre sur le même plan, par exemple, la mort d'une de ses maîtresses et un détail technique de l'enterrement. Et ça, c'est un peu cette écriture qui se veut plate, mais qui justement fait apparaître en creux le dérisoire de notre époque. Cette écriture blanche, c'est typiquement Welbeckien. Pierre, à propos de personnages, dans La carte et le territoire, le livre avec lequel il a obtenu le prix Goncourt en 2010, Houellebecq a mis en scène un commissaire nommé le commissaire Bardèche. Est-ce que c'est un Ouais. nom pris au hasard pour toi? Oui, je crois que c'est un commandant de gendarmerie. Il y avait le commandant Bardèche. Oui, alors je pense que c'est pas du tout un hasard. Je pense que Houellebecq, qui est très cultivé, alors l'époque de la littérature qui intéresse le plus Houellebecq, c'est le 19e siècle. Bon, on sait que Bardèche est un critique littéraire très axé sur les écrivains du 19e, Stendhal, Balzac, Flaubert, etc. Non, je pense que Houellebecq a lu Bardèche et je pense qu'il Rapidement, est en Bardèche, résonance rapidement, si tu peux mentionner qui est Bardèche pour nos auditeurs. oui, Bardèche, c'est 1907-1998. C'est un écrivain qui s'est dit, qui n'a fait aucune politique avant 1945, strictement aucune, qui n'a pas écrit du tout d'articles politiques même avant 1945, et qui était le beau-frère de Robert Brasillac. Bon, on ne va pas être trop long sur Bardèche, Non, c'est non, pas le c'est sujet. juste pour Mais mettre le cas. simplement, et Bardèche, après la guerre, s'est dit fasciste, alors que le fascisme est mort définitivement en 1945, par fidélité à son beau-frère Brasillac qui a été fusillé. Toujours est-il que
ce qui est intéressant, c'est Houellebecq n'a évidemment pas de sympathie fasciste, et je pense même que Bardèche n'était pas vraiment fasciste, si ce n'est par fidélité. Mais par contre, un aspect très important de Bardèche, c'est la critique du monde moderne. Et l'un des ouvrages les moins connus de Bardèche s'appelle Les temps modernes, par référence au film de Charlot notamment. Et c'est un ouvrage dans lequel Bardèche explique que les oligarchies, les puissances d'argent, en utilisant l'idéologie du progrès continuel, sans fin, dont on ne voit jamais le bout, hein, bien sûr, puisque c'est une sorte de progrès avec un grand P, qui est comme horizon métaphysique, on arrive à faire des citoyens des esclaves. Ce qui est une remarque intéressante quand on la transpose en plus dans notre époque actuelle du Covid, de coronafolie, comme dit Philippot. Donc, donc c'est très bien vu. Je pense que Houellebecq est en résonance avec ça. Une autre citation de Bardèche, hein, je crois que le monde moderne est une entreprise de dénaturation de l'homme et de la création. Il dit ça dans Sparte et les sudistes. Je pense que là aussi, toute l'œuvre de Houellebecq est conforme à ce type de propos. Mais type de propos qu'on trouve aussi chez Bernanos, chez Charles Péguy, etc. Hein, je ne dis pas que c'est… Mais alors oui, effectivement, je crois très clairement, Houellebecq s'est amusé à appeler Bardèche un commandant. Et je pense que c'est pas par… il a pas promené son nom au hasard sur un bottin téléphonique. Je pense que tout simplement, c'est un petit clin d'œil à un auteur dont il a trouvé certains livres en résonance avec ses propres préoccupations. Fondamentalement, il y a chez Houellebecq une sorte de nostalgie de la France qu'il a connue, il est né en 56, hein, qu'il a connue dans sa première jeunesse, d'une France où les gens étaient sérieux, avant 68, d'une France qui est aussi la France qu'aime Éric Zemmour, dont Éric Zemmour a la nostalgie, qui est aussi la France dont parfois Alain Soral parle, un peu comme référence et toujours avec nostalgie. Alors là, je pense qu'effectivement, pour le coup, Houellebecq aussi à la nostalgie de cette France qui est la France de sa grand-mère pied noir, rapatriée en 62, qui a vécu 5 ans dans un logement dégradé à Marseille, dans la misère, et qui a toujours gardé le sourire, qui a lavé le linge, etc. Enfin, et là, ça renvoie à l'éloge du courage féminin par Houellebecq. Et je pense que ce qu'il reproche à l'esprit de 68, c'est d'avoir transformé les femmes courageuses en femmes fréquentant des drogués, adhérant à la stupide idéologie New Age. Et c'est ça que Houellebecq ne pardonne pas à l'esprit de 68, c'est d'avoir dégradé les femmes. Par contre, bon, il y a un aspect qui a toujours existé, le libertinage a existé à toutes les époques, mais sur lequel Houellebecq ne porte pas un regard critique, malgré quand même la marchandisation, donc il est assez ambigu là-dessus, c'est l'aspect communisme sexuel, partouze, boîte échangiste, etc., que Houellebecq met en scène dans presque tous ses livres et qu'il considère comme une forme, comment dire, une sorte de pansexualisme, une sorte de panthéisme sexuel. En fait, c'est en quelque sorte le retour du communisme primitif de la profusion, hein, d'une société dans laquelle la valeur d'échange n'existerait plus et dans laquelle finalement c'est le fantasme, hein, du communisme primitif et d'une spontanéité des rapports humains en abolissant tout code sociaux, si ce n'est des codes de respect. Alors ça, cet aspect, cette fascination en quelque sorte pour ce qu'on pourrait appeler le communisme sexuel, pour faire court, hein. La propriété collective, ou plutôt l'usage, la suppression de la notion de propriété de la femme par l'homme et le remplacement par une notion d'usage collectif de tous les biens de plaisir. Mais il y a eu cette tentative dans les premiers soviets en Union soviétique, il faut le rappeler. Oui, alors usage collectif de tous les biens de plaisir, ça veut dire profusion de femmes pour les hommes, mais ça veut dire aussi, bien entendu,
et plus encore d'ailleurs dans les clubs échangistes, profusion d'hommes pour les femmes. Hein, ça veut dire, voilà c'est une sorte de paradis. Il le dit, hein, il rêve de tous ces sexes féminins et toutes ces bouches à disposition, de même que les femmes, selon lui, rêveraient dans ces lieux d'un nombre, disons, infini presque de sexes masculins à leur disposition. Bon, c'est vraiment un mythe de l'abondance. Voilà, c'est l'abondancisme. C'est une théorie économique en l'occurrence. Et là, c'est le mythe d'un abondancisme sexuel. Et comme tu le soulignes fort justement, ça a été tenté. On lit ça dans un ouvrage qui doit s'appeler, qui est un ouvrage très critique sur le communisme, qui est paru en France dans les années 1925. J'ai plus en tête le titre, qui explique dans les années qui ont suivi la victoire des bolcheviks après la guerre civile de 1917 jusqu'à 1920-1921 pratiquement, qui explique les tentatives de communisme sexuel, c'est-à-dire de non-exclusivité complète dans les relations sexuelles, dans les relations hommes-femmes. Et c'est un ouvrage qui porte un regard très critique. On mettra le titre dans la description. J'essaierai de le retrouver. Et alors, ça a été abandonné parce que finalement, ça posait trop de problèmes pour élever les enfants. Parce que s'il y a communisme sexuel, on ne sait plus vraiment qui est le père. La mère, ça, on le sait encore. Mais qui est le père, ça devient très compliqué. Donc, finalement, l'Union soviétique, alors a fortiori à l'époque de Staline, est revenue à un modèle relativement traditionnel. Mais c'est vrai que pendant 3-4 ans, il y a eu une tentative d'en finir avec la famille classique, un père, une mère, un homme, une femme, un père, une mère, quoi. Voilà. Alors, pour revenir à Houellebecq. Oui, ce qu'explique Houellebecq, c'est que le problème avec le libéralisme, qui est l'ennemi principal de Houellebecq, hein, qui est vraiment l'ennemi principal de Houellebecq, comme l'avait très bien vu son ami Bernard Maris. Bernard Maris qui disait « Le capitalisme, selon Houellebecq, est fondé sur l'incertitude et l'angoisse. La souffrance des héros de Houellebecq, disait encore Bernard Maris, hein, qui a fait partie des assassinés du mitraillage de Charlie Hebdo, la souffrance des héros de Houellebecq naît de la violence perpétuelle du marché. » Hein, et donc, Maris avait parfaitement compris Houellebecq, et il avait même écrit sur Houellebecq, Bernard Maris qui était un économiste, hein, et ce qu'explique Houellebecq, c'est que les moments qui peuvent être heureux dans ce communisme sexuel qu'il trouve dans différents lieux qu'il cite et qui sont des lieux réels, puisqu'on les retrouve dans Pariscope, etc. Enfin, je veux dire, il y a un sens du réel très, très fort, hein, chez Houellebecq. Hein, quand il cite des rues dans lesquelles habitait sa grand-mère à Alger, les rues ont existé vraiment. La rue Edgar Quinet à Alger existait sous ce nom avant 62. Enfin, c'est toujours très documenté. Hein, c'est toujours, il y a un sens du réel. Voilà, il y a un des personnages dans La carte et le territoire, d'ailleurs, qui photographie des cartes Michelin. Enfin bon, c'est toujours très documenté géographiquement, Houellebecq. En l'occurrence, ce qu'il voit comme évolution dans notre société, c'est que sous l'effet du libéralisme, le communisme sexuel ne sera pas possible et la sexualité désolidariser de la procréation, au lieu de se borner à un grand mélangisme qui ne lui paraît pas catastrophique, va plutôt évoluer vers une sexualité sadienne, avec des snuff movies, des tortures, etc. Et il en fait des descriptions absolument abominables, sur lesquelles moi-même je suis passé vite parce que je n'ai vraiment pas le goût de ce genre de choses, mais malheureusement, il faut bien reconnaître que c'est une des tendances de nos sociétés actuelles, de même que le développement de la pédocriminalité dans les élites. Encore une fois, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle se développe dans les élites, c'est-à-dire dans les milieux qui sont
culturellement les plus en prise avec l'ultralibéralisme. Donc, c'est pas non plus par hasard. Donc, effectivement, Welbeck pense qu'on va aller sans doute vers une société de plus en plus violente, où la sexualité ne satisfera plus les gens, même sous forme de communisme sexuel, et où les pulsions sadiennes vont se développer. Et là, pour le coup, on est amené à faire un parallèle entre les analyses de Welbeck et celles d'Annie Robert Dufault. Donc Houellebecq, on peut le définir comme un auteur inclassable. Mais pour Alors, conclure, Welbeck est inclassable parce qu'il n'est pas ses héros, même s'il y a quelque chose de lui dans ses héros. En fait, il expérimente des hypothèses, il expérimente des modes de vie, il expérimente des sexualités. Ce qui est sûr, c'est que l'un des points clairs de Welbeck, c'est qu'au fond, même s'il emploie vis-à-vis des femmes des termes souvent durs, il dit aussi, par exemple, la femme, c'est une puissance créatrice du même ordre qu'un tremblement de terre. Par son amour, la femme crée un monde nouveau. Fondamentalement, Welbeck pense que les femmes valent mieux que les hommes, que par contre elles vieillissent mal, et qu'elles sont plus courageuses, puisque quand elles ont un problème grave, elles osent se suicider et que les hommes n'osent pas. Donc c'est vraiment quelqu'un qui idéalise en un sens la femme, et à mesure qu'elle est idéalisée, elle doit être partagée. C'est un petit peu. Alors voilà comment on pourrait appeler l'utopie de Welbeck. pour En fait, conclure, Eugénie Bastier a une formule extraordinaire. La pornographie chez Welbeck est au service du romantisme. C'est très très bien vu. Alors du romantisme au sens du 19e siècle, hein, Nerval, Mallarmé, etc. Welbeck est beaucoup plus axé sur la littérature du 19e siècle que sur celle du 20e, même si dans le 20e, il y a une petite musique chez Welbeck qui évoque parfois Proust et plutôt Céline, hein, petite musique qu'avait signalé Emmanuel Carrère. Effectivement, alors plutôt que. Alors le terme romantisme est un peu ambigu, en fait, c'est poésie. L'horizon de Welbeck, c'est poésie. Alors, par exemple, dans La possibilité du Nil, pour ma part, j'étais très frappé par des dizaines de pages dans la dernière partie du livre qui sont totalement oniriques, totalement poétiques, sans sexualité, si ma mémoire est bonne, du reste. Mais alors, c'est un rêve onirique et poétique. C'est un rêve de paysage, de pureté paysagère, etc. En fait, il y a chez Welbeck fondamentalement une nostalgie de la pureté, une nostalgie de l'innocence et une nostalgie de l'enfance. Alors, il évoque aussi les moments les plus heureux. Il dit un enfant, ça peut être extraordinaire entre 6 ans et 12 ans, en termes d'innocence. Et il pense à ce qu'il a pu être lui-même. Hein, et lui, là, il y a vraiment une innocence extraordinaire qu'il rapproche parfois de l'innocence et de la bonté des chiens. Hein, c'est curieux, mais parce que pour lui, Welbeck, qui adore les chiens, qui en a toujours eu d'ailleurs, pour lui, le chien, c'est quand même la bienveillance même. Il y a une espèce d'image de bienveillance même. Et un monde qui serait plein de chiens serait presque un monde idéal. Parce que ça serait un monde de bienveillance en quelque sorte. Alors évidemment, il ne prend pas pour conclure rapidement, quelques chiens agressifs. Oui. pour conclure rapidement, est-ce que tu considères que Houellebecq est un optimiste ou un pessimiste? Et on peut conclure que sur ça, cette émission. Oui. Bon, fondamentalement, toute son œuvre est pessimiste parce que même quand des choses se passent bien, ça se termine mal. Donc, concluons malgré tout sur le pessimisme, mais avec une lueur d'espoir qu'il place, je crois, dans une certaine conception de la poésie, de la pureté et de l'innocence. Voilà. Bon, on peut conclure donc sur ça notre émission de ce soir. Et à bientôt, à la semaine prochaine. Merci Gilbert, à bientôt. Bonne soirée.